Donc, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de Rémi Fromont, qui aurait beaucoup aimé être là aujourd'hui. Donc, c'est au nom de l'équipe projet Charpente que je vais aujourd'hui vous introduire le matériau chêne dans la reconstruction donc des charpentes à la fois de la flèche et des transepts, mais aussi du chœur et de la nef. Donc, ce que l'on appelle la forêt n'est pas un seul ensemble, mais finalement est trois ensembles qui sont issus de périodes de construction distinctes. La première charpente, contrairement à ce que montre cette diapositive, n'est pas celle de la nef de 1215, mais une première charpente aurait été érigée dans le chœur à la fin du XIIe siècle, vers 1185, qui a été démontée puis remontée lors de la surélévation des murs bahus dont a parlé Pascal juste avant. Donc c'est ce premier ensemble violet-bleu sur l'illustration, ce qu'on appelle les charpentes médiévales. Et bien plus tard, au 19e, Viollet-le-Duc réalise son projet de flèche accompagné des charpentes du transept. Donc ces deux ensembles, l'ensemble Viollet-le-Duc et l'ensemble médiéval, ont en commun les bois en œuvre. Ce sont des bois très droits, des bois de brun qui ont très peu de défauts, très peu de nœuds. Ils sont d'une très très bonne qualité. Mais c'est la technique là qui diffère dans ces deux ensembles. Alors que la flèche et le transept sont réalisés en bois de sciage, donc un sciage mécanique à vive arête, c'est la photographie de gauche. Les bois du chœur et de la nef sont, eux, taillés manuellement avec du bois vert, donc ce que je vous montrerai un peu après. Alors, donc... Si le débat portant sur le projet de la reconstruction de Notre-Dame a été vif, houleux et a duré un certain temps, il est désormais clos. Et il est important de rappeler ici que toutes ces discussions ont mené à une décision consensuelle lors de deux CNPA, donc qui sont des commissions nationales pour le patrimoine et l'architecture, qui ont acté aux parties de restauration suivants. La flèche de Viollet-le-Duc et les charpentes du transept seraient reconstruites à l'identique, et les charpentes du chœur et de la nef en restitution raisonnée. Alors, c'est presque pareil. La petite différence réside dans le fait que dans les charpentes médiévales, on avait toute une strate, une sorte de gang de réparation, qui était le fruit du temps, du passage du temps, de certaines négligences, de certains hasards. Et donc cette strate, aujourd'hui, n'a plus tellement d'intérêt, n'est pas justifiée, donc celle-là est ôtée. Mais sinon, les charpentes sont restaurées dans leur conception. Ce matériau bois est donc complètement inhérent aux parties de restauration. On ne s'attache pas simplement à restaurer une forme ou un objet, mais c'est aussi une technique et des savoir-faire qui sont ici remis à l'honneur. Le bois est un matériau résistant. Le chêne en particulier a des très bonnes caractéristiques mécaniques. Il est aussi souple et s'adapte parfaitement aux caractéristiques de l'édifice, dans sa répartition des charges sur les murs bahus qui sont donc restaurés comme vous l'avez pu le voir, et dans la retransmission des efforts dans ces maçonneries. Enfin, c'est un matériau qui est tout à fait noble, durable, et dont la culture s'inscrit dans une tradition nationale, comme on va le voir un peu après. Donc, hop, voilà. Donc cette restitution à l'identique, elle a été rendue possible grâce à la très très grande quantité de documents issus d'une source variée, complémentaire, enseignant sur énormément d'aspects de ces ouvrages. Alors, bon, cette diapositive est un peu dense, mais du côté gauche, vous voyez un extrait du relevé qui avait été réalisé par Rémi Fromont et Cédric Transo en 2014. Donc c'est un exemple de source qui renseignait sur ces charpentes. On avait également une somme de photographies, d'ortho-images, de textes, voilà, plein de choses. Donc là, si on s'intéresse à ce relevé, il nous a donné des informations à la fois sur la géométrie générale de l'ouvrage, mais aussi sur les sections des bois qui étaient employés, sur la nature des assemblages, sur certaines pathologies. Donc c'est un vrai carnet de détails finalement de cette charpente. Le projet de la ferme, le projet de la flèche était lui aussi extrêmement bien documenté, notamment grâce aux archives de Bellu. Alors Bellu, c'était le charpentier gâcheur de Viollet-le-Duc au 19e. Il a réalisé des plans d'exécution d'une propreté et d'une exactitude incroyable. Vous en avez un exemple ici, qui sont cotés parfois au millimètre.
et qui sont parfaitement conservés à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine à Charenton-le-Pont, et dont l'étude nous a permis de comprendre dans les moindres secrets la structure de cette flèche. Donc, ce projet découle donc d'une analyse détaillée, approfondie, par une équipe que je représente aujourd'hui, mais qui n'est pas là, mais qui est très variée dans les profils qui la composent, très complémentaires, à la fois des architectes, des charpentiers. On a également été aidés par des spécialistes du matériau bois ou de chercheurs, de forestiers, dendrochronologues. Et toute cette somme de documentation nous a permis à comprendre vraiment toutes les raisons qui avaient mené à la charpente que l'on a perdue en avril 2019. Donc les études ont été également accompagnées d'études structurelles avec notre bureau d'études Bestrema. Et à une échelle plus petite, nous avons étudié tous les assemblages un par un. Donc là, vous voyez un exemple d'axonométrie qui explique comment les pièces sont assemblées les unes entre les autres, ce qui permet à l'ouvrage global la densité phénoménale de bois. Enfin, l'analyse a été portée sur la compréhension des quelques pathologies que l'on pouvait constater dans cette structure. C'est le cas de l'assemblage que vous voyez à droite. Donc, c'est un assemblage d'un poteau arrêtier. C'est une des pièces très longilignes qui monte quasiment jusqu'au sommet de la flèche. Cet assemblage est un peu ouvert, et si on regarde plus en détail, on voit que la pièce c'est comme enroulée sur elle-même. C'est ce qu'on appelle une pièce vissée. Cette pathologie, on la retrouve également sur la photographie de gauche, qui est un vestige de bois. C'est pas très lisible ici, mais en fait, on devine que la pièce s'est tournée sur elle-même, et en fait, sur la grume au milieu, le défaut est également présent. C'est donc un défaut qui est inhérent au matériau même. Il s'agit d'un comportement du bois qui se déforme. Donc, il est possible de déceler ce genre de défaut lorsque l'arbre est sur pied, mais aussi au moment du choix de l'arbre. Et donc, c'est ainsi que en fait, le choix de l'arbre est indissociable du projet de conception. Donc, l'analyse des défauts à proscrire nous a conduit assez naturellement à élaborer un cahier des charges permettant d'orienter la sélection des bois et d'identifier les pièces de charpente les plus sollicitées sur lesquelles des défauts devaient absolument être proscrits. Donc ce cahier des charges s'orientait vers des bois très droits, non nerveux, au port centré, peu décroissants, c'est-à-dire dont le diamètre en tête diffère peu du diamètre en pied, sans branches mortes, ou alors des branches qui ne devaient pas avoir des diamètres trop importants dans la longueur utile, avec purgé de tous les défauts qu'on peut imaginer, la roulure, la gélivure, la pourriture, et dont l'abattage se déroulerait en période de sève basse, parce qu'en effet, les insectes lignivores qui mangent le bois aiment beaucoup la sève, et donc on abat les arbres à cette période pour éviter que les insectes ne puissent attaquer l'arbre une fois abattu. Peut-être un peu trop vite. Bon. Je vais revenir en avant, parce que donc évidemment, il s'agit d'un matériau vivant. Aucun arbre n'est absolument parfait, mais la France possède un savoir-faire en sylviculture qui est l'art de conduire la forêt de façon durable en contrôlant la croissance des arbres pour pouvoir les utiliser dans un usage précis. L'art de la sylviculture, il a été théorisé sous Colbert. Bon, il existait peut-être auparavant, mais en tout cas, on connaît ce mot à partir de Colbert. Et il apparaît surtout pour la tonnellerie, pour la charpente de marine. Donc cet art participe à la régénération de la forêt. L'abattage a lieu à une période contrôlée et elle est décidée par des experts forestiers qui conduisent la croissance des arbres sur plusieurs générations. Ainsi, l'abattage d'une parcelle permet à des petites pousses, comme vous voyez sur la photographie de gauche, de trouver leur place, et les arbres poussent de manière très droite puisqu'elles vont chercher la lumière et poussent assez rapidement. Donc ce sont des arbres parfaits pour la charpente en tout cas. Ces arbres sont... Donc là sur cette diapositive vous avez un des exemples des plus belles forêts de France. Il s'agit de la Futée des Clos, la forêt de Bercé dans la Sarthe. C'est une forêt domaniale protégée, donc aucun arbre pour la reconstruction de Notre-Dame ne sera issu de cette forêt, mais les images sont tellement belles que
souhaitais les partager avec vous. Sur la dernière photographie la plus à droite, pour vous donner une idée de la dimension de ces arbres, vous voyez une toute petite silhouette en bas à droite. Il s'agit du charpentier de notre équipe, François, et ça vous laisse un petit peu deviner la hauteur de ces arbres. Donc, pour la flèche, nous sommes allés dans des forêts moins incroyables, mais déjà magnifiques, parmi les plus belles de France. Et le cahier des charges, pour la flèche, c'est construit autour de 3 catégories. Les pièces courantes, les pièces exceptionnelles par leur longueur, donc à partir de 14 mètres de long, on considérait qu'elles étaient particulièrement grandes. Et enfin, les pièces exceptionnelles par leur rôle, le poinçon, par exemple, qui est la pièce centrale, qui, composée de plusieurs pièces mises bout à bout, constitue la sorte de colonne vertébrale de la flèche. Donc pour ces 3 catégories, tout en s'appuyant sur la norme qui caractérise le matériau chêne, nous avons, aidés de spécialistes qui nous ont conseillé, d'experts forestiers, déterminé les défauts à éviter dès la sélection des bois, sur pied ou déjà abattus. Donc ont été proscrits les arbres vissés, pour les raisons que nous avons énoncées avant, les cœurs étoilés, alors c'est un des défauts que vous voyez en haut à gauche, les nœuds morts ou pourris, les fentes, et ont été acceptés dans certaines conditions, les nœuds sains dans une limite de diamètre et de quantité, la quantité d'aubier également. Les bois sélectionnés sont vus apposer une petite plaquette qui permet d'assurer leur traçabilité, et ils ont été débités par des scieurs et sont actuellement en cours de ressuyage dans des conditions particulières en extérieur, à l'abri du soleil ardent, pour éviter un séchage trop rapide qui permettrait de créer des fentes. Dans une zone fraîche, ventilée, et les pièces sont espacées les unes des autres et stockées en palanquets sur des tasseaux qu'on appelle des chantiers. Donc, pour terminer, les charpentes médiévales, pour la reconstruction, les enjeux ne sont pas exactement les mêmes. Ici, les bois sont taillés selon une technique très particulière. Ils sont taillés à la main, ce qui nécessite que la matière soit fraîche, c'est-à-dire que l'arbre se situe entre 50 et 60% d'humidité, sachant qu'un arbre sur pied est environ à 60% d'humidité. Donc la taille doit se faire dans les quelques mois qui suivent l'abattage qui a lieu en période de sève basse, donc plutôt à l'hiver. Cette technique de taille manuelle consiste à ébaucher, c'est-à-dire à équerrir, enlever l'écorce à la doloire en respectant le fil du bois. C'est cette caractéristique qui est la plus importante, le respect du fil du bois, car il confère à l'ouvrage taillé une grande souplesse et une grande résistance, puisque les fibres ne sont pas entaillées. Le projet de restitution propose, lui, une taille dite mixte. C'est une petite subtilité, mais elle consiste à dégrossir avec un équarrissage qui est mécanique, dans le respect du fil de bois toujours, pour gagner un petit peu de temps et procéder ensuite à la taille d'approche manuellement. Donc on va avoir exactement le même aspect que les charpentes que l'on a perdues. Enfin, donc, pour conclure, on peut dire que la technique de taille manuelle n'est pas courante en charpente de nos jours. Il s'agit pourtant d'une technique qui date du Moyen-Âge, et peut-être avant en tout cas, dont certaines organisations assurent une transmission de savoir-faire. C'est le cas ici de Charpentiers sans frontières, qui avait réalisé 2 fermes témoins, dont une qui avait été présentée sur le parvis lors des Journées du patrimoine. Et c'est cette dernière image donc, qui me permet de conclure avec un peu un pied dans le chantier à venir qui va démarrer dans les prochains mois. Voilà. Merci pour votre attention.